Les affrontements ont repris dans l'est du pays entre les FARDC et le M23. Vous le savez, le M23 a fait un communiqué ce vendredi pour dire que le gouvernement congolais ne veut plus de la paix, il ne veut plus rien entendre de tout ce qui a été décidé à Nairobi. Et pourtant, les FARDC semblent avancer. Mais que faire? Que faire pour construire la puissance pour une nation? Jusqu'aujourd'hui, Rutshuru, Bunagana et Kiwanja sont toujours dans les mains du M23. Mais comment construire la puissance pour une nation? Nous allons en parler dans cette émission. Et pour en parler ce soir, nous recevons pour vous Dr Silas Mimine Makangu. Il est expert en politique internationale. Bonsoir. Bonsoir, M. Ambroise. Docteur, vous êtes également consultant en leadership stratégique. Voilà. Est-ce que vous allez bien? Très bien. Très bien. Nous allons très bien. Ça fait très longtemps que je vous ai eu sur ces plateaux. C'est toujours un plaisir. Oui, oui. Chaque fois que je vous ai sur ces plateaux, les gens me disent, mais il faut toujours qu'il revienne. Voilà, c'est un grand privilège que d'être Oui, oui. là. Cette question est très importante. Comment construire la puissance pour une nation? La question est très importante, mais nous voulons en parler. Nous vous avons fait venir sur ce plateau justement parce que notre pays est agressé. On dit qu'il est agressé par le Rwanda. On dit que les Nations Unies ne font rien contre le Rwanda, l'Occident non plus, ainsi de suite. Et puis on demande que la communauté internationale soutienne le pays. Mais là, nous voulons voir comment est-ce qu'un pays peut construire une puissance. Voilà. C'est vrai, Monsieur Ambroise. Je crois que déjà, lorsque nous analysons les choses de près, nous nous rendons compte qu'à la fois, nous sommes victimes. Victimes de la méchanceté, victimes des ambitions démesurées de certains pays voisins, mais aussi victimes de l'indifférence des grandes puissances internationales qui, en principe, devraient quand même taper le poing sur la table pour dire qu'il fallait réguler les choses dans l'espace qui est le nôtre, notre territoire. Mais nous sommes aussi victimes, il faudrait les reconnaître par honnêteté intellectuelle, victimes de mauvais paradigmes avec lesquels nous fonctionnons. Nous-mêmes, en interne. Nous avons une très mauvaise appréhension de la vie internationale. Nous avons une très mauvaise appréhension de ce que les choses doivent être. Donc déjà, lorsque nous sommes faibles en termes de définition, nous aurons du mal à nous définir en tant que nation, en tant que peuple, mais aussi pour définir nos aspirations en tant qu'État. Ici, il faudrait d'entrée de jeu faire comprendre un fait, que la cohabitation entre États, les rapports de cohabitation entre États est essentiellement un rapport de force. Essentiellement un rapport de force. Essentiellement un rapport de force. C'est ce qui devait être connu et noté. Connu et noté. Cela devrait résider, loger dans notre subconscient en tant que peuple, mais beaucoup plus aussi dans notre subconscient et même notre politique en tant qu'élite et dirigeants. La cohabitation entre États n'est pas une affaire de garçons de cœur, d'enfants de cœur. Voyez-vous, nous devons à un moment donné nous débarrasser de ces discours paroissiaux, de ces discours innocents, pour comprendre que c'est la jungle. Il y a un dominant, il y a un dominé. Les rapports, je le disais, est avant tout un rapport de force. La survie des États repose essentiellement non pas sur la bonté ou la bonne foi de leurs voisins, voisins directs ou indirects, ceux qui partagent avec vous la même région. Votre survie ne repose pas sur leur bonté ou sur leur bonne foi, mais votre survie en tant qu'État repose sur votre capacité à vous assumer, votre capacité à garantir vos intérêts. Et quand je dis intérêts nationaux, c'est en interne comme en externe, parce qu'une nation a le pouvoir et le devoir de défendre ses intérêts nationaux, même en dehors de ses frontières. Ça, nous devons le comprendre et nous devons l'assimiler. Voyez-vous, en géostratégie, l'on dit déjà, par exemple, qu'on ne peut pas prétendre préserver ou protéger l'objectif en étant dans l'objectif. Qu'est-ce que cela signifie? On ne peut pas prétendre, vous et moi, protéger ces studios en étant que dans ces studios. Ah, ok. Ça, c'est une erreur gravissime. Il faut protéger l'objectif d'abord en dehors de l'objectif. Nous devons nous rassurer que les deux pièces voisines assurent notre sécurité pour nous qui sommes ici à l'intérieur. Parce que dès l'instant que nous mettons notre arsenal, notre appareil sécuritaire seulement ici à l'intérieur de la pièce, nous sommes déjà en insécurité.
on garde l'objectif, pas dans l'objectif, mais d'abord en dehors de l'objectif. C'est le travail que les renseignements sont censés faire. Voyez-vous, il faudrait se rassurer qu'au niveau de Johannesburg, au niveau de Kampala, au niveau d'Harare, au niveau du Caire en Égypte, on a des bases. Au niveau de Washington, au niveau de Paris, au niveau de Berlin, nous avons des bases. Des bases qui sont prêtes à nous dire, faites très attention, il y a des mouvements suspects ici. Il y a des rassemblements suspects ici. Alors, pour construire une puissance nationale, en tant que nation, un État a besoin de 3 agents. 3 agents. Ces 3 agents qui sont censés être bien formés, bien équipés, conformément à la politique ou à la mission que s'est érigée cette nation. Le premier agent, c'est le soldat. Les soldats. Deuxième agent, c'est le diplomate. Troisième agent, c'est l'ingénieur. Qu'est-ce que cela signifie? On ne peut pas penser, prétendre à être une nation puissante parce que d'ailleurs même la notion de la puissance d'un État, c'est toujours en rapport avec les autres. Justement, en rapport avec les autres nations. C'est-à-dire nous sommes en quoi est-ce que nous sommes puissants? Par rapport à qui nous sommes puissants? Lorsqu'on dit que les États-Unis d'Amérique sont une hyperpuissance, c'est comparativement aux autres nations. Donc, déjà d'entrée de jeu, vous comprenez que le tout premier agent, comme je le disais tantôt, c'est le soldat, l'arsenal militaire, votre appareil sécuritaire. Une nation est puissante d'abord parce qu'elle est à même de défendre à elle seule l'intégrité de son territoire. Et ceci repose sur la capacité de feu. Ceci repose sur la qualité républicaine, dissuasive de l'armée qu'elle construit. Je dis bien qu'elle construit, je vais insister sur le verbe construire. Construire. Parce qu'une armée ne s'améliore pas avec le temps. Une armée s'améliore parce qu'on a pensé la puissance. On s'est dicté une politique sécuritaire à mettre en place afin de construire une armée. Et une armée aussi doit être construite en fonction de l'histoire. Voyez-vous, nous sommes en face d'une histoire, d'une affaire qui dure presque 25 ans aujourd'hui. Regardez pendant les 25 ans, quand avons-nous mis en place comme armée pour ne plus rééditer le même sort que nous avons eu à connaître dans le passé? Ça fait pratiquement 25 ans que nous sommes en train de passer d'une humiliation à une autre par des groupes armés, par des pays voisins qui démographiquement, qui potentiellement, qui historiquement, sociologiquement, anthropologiquement, ne devraient même pas faire face au grand Congo que nous sommes. Simplement parce que nous n'avons pas encore compris que l'armée doit être construite. Et lorsqu'on parle de l'architecture militaire, il est question ici de comprendre que l'armée, comme le disait Clausewitz, il dit que la guerre, c'est aussi une autre manière de faire la politique. Donc, on ne peut pas dissocier notre politique interne et internationale sans s'associer à celle-là, une armée républicaine dissuasive. Et cette armée, on l'a construit. On l'a construit en rapport avec les ambitions que nous avons développées en tant qu'État. Qu'est-ce que nous assignons comme tâche, comme vocation à cette armée? Nous sommes un pays qui est entouré de 9 voisins. Et sur les 9 voisins, 8 d'entre eux ont connu une histoire de guerre. 8 d'entre eux ont connu des moments de tergiversance. Et 8 d'entre eux ont eu un passé de guerre. Ce qui signifie, ces voisins qui constituent pour nous de potentiels amis, qui représentent aussi un marché énorme que nous devons aller conquérir, mais sont aussi, nous devons aussi les considérer comme étant des potentiels ennemis. Alors, nous devons nous rassurer que nous avons mis en place un appareil sécuritaire militaire capable de dissuader d'abord, pour ne pas être un pays qui invente en guerre, mais un pays d'abord, une armée que nous mettons en place, qui soit en mesure de dissuader d'abord ses propres voisins directs, qui constituent aussi pour nous la première menace, à part les menaces que nous pouvons avoir en interne. Donc, ce qui signifie que les soldats congolais devaient être dotés de cette vocation, celle qui consiste à défendre nos 2 345 000 km² pour dissuader les voisins à ne pas franchir nos frontières, mais aussi à ne pas extendre ses ambitions expansionnistes jusque dans notre territoire. Et pour cela, nous devons être sûrs
que nos militaires sont moralement formés, physiquement formés, du point de vue de l'arsenal militaire, fortement équipés. Nous devons nous rassurer qu'ils sont patriotiquement capables de verser leur sang parce qu'ils trouvent que le but pour lequel ils se battent mérite leur sacrifice suprême. Pourquoi je parle d'un armement moral? Vous savez, un militaire ne gagne pas au front parce qu'il a une belle arme, un beau fusil, voulais-je dire. Il ne gagne pas parce qu'il a un très bon fusil. Parce que si ce militaire n'est pas moralement équipé, il va faire ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Avec la traîtrise. La traîtrise. Mais qui sont en train d'équiper les groupes armés? Ce sont nos généraux qui vendent, selon les rapports de l'ONU, qui vendent. C'est même comme ça qu'on a été pendant un moment sous embargo au régime de l'embargo. Voyez-vous? Et même des traçabilités parce que on ne comprend pas comment est-ce que le groupe armé possède les armes qui étaient censées appartenir à l'armée républicaine. Tout ça parce que les militaires ne sont pas moralement armés. Ce qui signifie quelque part, la force physique est importante, l'arsenal militaire et l'équipement est important, mais aussi l'équipement moral. Pour faire comprendre à nos militaires, et pour cela il y a beaucoup de paramètres qui interviennent. Deuxième agent dont je parlais ici, c'est les diplomates. Les diplomates, je reviens à ce que j'étais en train de dire tantôt, on ne protège pas l'objectif en restant dans l'objectif. On va en dehors. Il faudrait déployer un appareil diplomatique qui corresponde à nos ambitions en tant qu'État. Comprendre que la centralité géographique que nous avons bénéficié du bon Dieu pour que le Congo se retrouve au centre de l'Afrique, nous oblige à développer une intelligence diplomatique hors pair, une intelligence qui va au-delà des soubresauts que nous connaissons dans la région. Si nous voulons être une nation qui correspond à ça, qui répond à sa vocation de puissance internationale, nous devons nous rassurer que nous avons une bonne représentativité dans toutes les grandes villes du monde et dans toutes les grandes organisations internationales. Que nous ayons des gens qui plaident notre cause, mais aussi des gens qui soient en mesure de nous d'observer les mouvements, parce que les diplomates sont les premiers espions. Il faut mettre en place cette diplomatie. Mais cette diplomatie dont il est question ici, il faudrait le savoir, nous sommes en plein 21e siècle. Il y a eu une grande évolution. La diplomatie n'est plus que traditionnelle, comme elle a été hier avec les diplomates de carrière. Aujourd'hui, on insère les termes tels que la diplomatie publique. Cette diplomatie publique est aussi assurée par les fils et filles du pays, qui en externe, partant de leur domaine de prédilection, peuvent donner à la nation une meilleure visibilité et vendre la nation de la meilleure manière. On les appelle les Congolais de la diaspora? Non, ce n'est pas d'abord les Congolais de la diaspora. Ce sont des artistes, ce sont des scientifiques. C'est comme ça que vous allez par exemple constater que les grandes nations peuvent déployer des moyens même militaires pour sauver un individu qui n'est pas politique, qui n'assume aucune fonction officielle, mais simplement parce qu'il vend de la plus belle manière l'image de son pays à l'extérieur. Je vous donne un exemple. Vous savez, quand nous étions en train de grandir, nous connaissons le pays Brésil. Mais aucun de nous ne connaissait un homme d'État brésilien. Tous nous connaissons le Brésil parce qu'il y a eu un certain Edinson do Nascimento, dit roi Pelé. Voyez-vous? Donc le roi Pelé est un bon ambassadeur de son pays. C'est comme ça qu'un artiste, une star américain, ne va pas venir, je dirais 50 Cent, je dirais Michael Jackson, bon, personnellement, je dirais LeBron James, ne va pas quitter le territoire américain, venir séjourner pendant 3 jours, 4 jours au Congo, sans que l'ambassade américaine ne se rassure d'avoir mis à sa disposition un appareil sécuritaire. Pourquoi? Parce que rien que par son jeu, par sa carrière de basketteur, il vend de la plus belle manière la grandeur de son pays, les États-Unis d'Amérique. Docteur, je vous arrête un peu, vous allez continuer. Lorsque je vous suis religieusement, à un moment je me demande qu'il vous faut, c'est pas moi, une école quelque part, où on vous place professeur, vous expliquer ce genre de choses. À un moment je me dis, mais est-ce que c'est une émission, je dois poser des questions ou je dois vous écouter parler? Je ne sais pas, c'est à vous de juger. C'est tellement intéressant. Donc il y a des ambassadeurs comme ça. C'est ça même la diplomatie publique. Parce que on ne peut pas compter que sur les diplomates de carrière. On ne peut pas compter que sur les officiels. Je vous donne un autre exemple frappant.
Pendant longtemps, les États-Unis d'Amérique ont été incapables de dialoguer avec le régime nord-coréen. Pendant très longtemps. Longtemps, oui. Très longtemps. Lorsque les deux Corées se séparent en 1953, la Corée du Sud va sous la couverture des États-Unis d'Amérique, la Corée du Nord se range du côté communisme. Il y a eu impossibilité de franchir ce mur pour dialoguer entre les deux États. Voyez-vous? Mais nous avons vu, quand le président Trump est arrivé, il y a eu un rapprochement. Qui est-ce qu'on a utilisé? C'est Dennis Rodman, le basketteur américain, la star de la NBA. C'est lui qu'on a utilisé pour servir de pont. Ce qui signifie, lorsqu'on parle de la diplomatie dans un pays, on ne doit plus se limiter seulement aux diplomates de carrière. Ok? Je ne vous dirai pas ici quels sont les rôles que certains religieux ont eu à jouer pour mettre en contact des régimes presque ennemis. Opposés. Alors ça, c'est au niveau de la diplomatie. Et pour cela, l'État doit aussi, dans une certaine mesure, accompagner son élite culturelle, son élite scientifique, parce que celle-ci vend aussi de la plus belle manière l'image. Parce que le rôle du diplomate à l'extérieur, c'est quoi? C'est de rassurer que l'image de sa nation n'est pas ternie. C'est de se rassurer que la crédibilité de sa nation connaît une courbe ascendante. C'est de rassurer que sa nation est bien cotée en externe. C'est de se rassurer que les investisseurs peuvent venir dans sa nation pour investir. Une question à ce niveau, est-ce que c'est effectivement ce qui se passe dans notre pays? Par exemple, on a un artiste qu'on nomme ambassadeur de la paix, quelque chose comme ça. Non, le problème, ce n'est pas seulement notre pays, mais dans la plupart des pays africains, c'est par complaisance. Et même lorsqu'on le fait, on le fait souvent pour des buts électoralistes. C'est ce qui est comble. C'est-à-dire, nous sommes encore dans une idéologie électoraliste, c'est-à-dire l'électocratie. Tout est réduit en fonction des mandatures. On pense au prochain mandat, à une élection. En fonction du prochain mandat. Voyez-vous, Raymond Barre, l'homme d'État français, disait par exemple la différence qu'il y a entre un homme politique et un homme d'État. L'homme politique pense à la prochaine mandature, aux prochaines élections. L'homme d'État pense à la prochaine génération. Donc nous avons besoin... Il y a eu un sénateur qui est d'ailleurs ministre aujourd'hui qui avait écrit un livre, La République des inconscients, Modeste Mutinga. C'est-à-dire qu'il faut sortir de cette inconscience collective qui nous caractérise aujourd'hui en tant qu'élite congolaise. Et on ne peut pas compter sur une telle élite qui a tellement réduit les choses à sa plus simple expression qui ne réfléchit qu'en termes de 5 ans. Tout est fonction des prochaines élections. Tout est fonction des prochaines élections. Et pourtant, nous devons... la classe politique congolaise est dans ça. La classe politique, la classe politique congolaise est malheureusement dans cela parce que c'est ça même la culture du Congolais, l'immédiateté. Bukalelo, Lambalelo, Lialelo. C'est-à-dire cette culture de l'immédiateté nous empêche de faire de véritables études prospectives, nous projeter dans l'avenir avec un leadership stratégique pour dire à quoi ressemblera le Congo de 2050. 2050, par exemple. Nous devons, on ne va pas y aller, on n'a pas besoin d'une prophétie pour cela. Voyez-vous, on n'a pas besoin d'y aller en titubant. Nous devons être sûrs. Nous devons nous tracer un chemin, nous devons baliser ce chemin, dire quel type de Congolais, par exemple, aurions-nous besoin en 2050. Brosser les profils de ces Congolais de 2050, avoir un autre tableau ici, à gauche, les Congolais d'aujourd'hui. Ses pertinences, ses incapacités, ses limites, ses qualités, ses savoirs, ainsi de suite. Et le comparer, qu'est-ce qu'il faut ajouter comme ingrédient pour que le Congolais d'aujourd'hui soit similaire au Congolais de 2050. Et c'est donner des moyens pour ça. C'est donner des moyens. Voilà, pour cela, il faut un leadership qui transcende les débats politiciens, qui transcende le discours partisan, qui transcende la notion de l'élection, qui transcende, qui se projette dans l'avenir. Et c'est là que nous n'aurons pas seulement des hommes d'État, mais que nous allons avoir une nouvelle génération de pères de la nation. Voyez-vous, que nous allons avoir, heureusement pour nous, nous le souhaitons, que nous ayons des hommes comme ça et des femmes que nous appellerons demain, que nos enfants appelleront demain le père de la nation, des Pandangila. C'est-à-dire de ceux-là qui ont frayé un chemin pour que nous soyons là. Nous ne sommes pas là par hasard, nous ne sommes pas là par accident. Ils se sont projetés dans l'avenir. Et pour cela, il faudrait nous rassurer que notre appareil diplomatique... Où sont-ils ces hommes? Où sont-ils? Où sont-ils ces hommes? Le Congo...
n'a pas une crise de compétences. Ça, il faut savoir. Le Congo est un des pays au monde qui regorge en son sein. Malheureusement, nous nous sommes limités aux ressources naturelles. Mais la plus belle des ressources que le Congo dispose, c'est son personnel humain. Et les compétences sont là. Mais malheureusement, nous avons mis en place une très mauvaise politique. Une politique qui fait à ce que les dirigeants ne puissent que dans les partis politiques. Or, les partis politiques ne peuvent pas aujourd'hui prétendre avoir le monopole de savoir. Les savants, on les trouve dans des laboratoires, dans des centres de recherche, dans les universités. C'est là où les politiques devaient recruter les mandataires, devaient recruter des ministres, devaient recruter des ambassadeurs et non pas recourir seulement dans les partis politiques. Sinon, les partis politiques deviendraient ce que je déplore, je crois même l'avoir dit une fois sur votre plateau, le prolongement d'un cursus académique qu'on oblige à ceux qui sortent de l'université. C'est-à-dire, après avoir été à l'université, tu dois forcément passer par un parti politique. Sinon, tu n'occuperais pas un poste. Voyez-vous? Et ça, c'est très dangereux. C'est malheureux. Ça, c'est très dangereux. Parce que si nous voulons prétendre être puissants, c'est d'ailleurs là le troisième agent. L'ingénieur. L'ingénieur. Une nation puissante, une nation qui se veut puissante, a besoin d'un militaire, d'un soldat bien formé, a besoin d'un ambassadeur avec des tâches, un cahier de charges bien éclairé, bien assimilé. Il a besoin d'un ingénieur. On ne peut pas être une nation puissante si on n'est pas souveraine. On ne peut pas être souveraine si on n'est pas capable d'extraire et de transformer chez vous les ressources qu'on vous a données. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la notion... C'est là que les Romains s'empoignèrent. C'est ainsi qu'aujourd'hui même, la notion de l'intelligence est repensée ou revisitée. Quand est-ce qu'on dit d'un peuple qu'il est intelligent? Un peuple n'est pas intelligent, Ambroise, simplement parce qu'il a des diplômes. Un peuple n'est pas intelligent parce qu'il a des universités dans tout le coin de ses avenues. Un peuple n'est pas intelligent parce qu'il obtient 90%. On dit d'un peuple qu'il est intelligent, notez, lorsqu'il a l'intelligence de ses ressources. Lorsqu'il a l'intelligence de ses propres ressources. De ses propres ressources. Un peuple qui n'a pas l'intelligence de ses ressources ne peut pas prétendre être intelligent. Et malheureusement, c'est là où les bas blessent. Nous sommes presque totalement ignorants de ce que nous avons. Le lithium, tantane, manganèse, consorts, ce sont les autres qui le découvrent pour nous, les coltan. Nous sommes surpris, nous apprenons par les autres que nous en avons. Ce sont des agences britanniques qui nous alertent sur le danger de la non-exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu. C'est non que lac à nous. Mais nous sommes ignorants de ce que cela va représenter comme enjeu demain. Que savions-nous? Que savons-nous de ce que nous avons? Parce que la puissance, ce n'est pas seulement les avoirs, c'est aussi les savoirs qui cumulent vers le pouvoir. Donc la formule du pouvoir, c'est la combinaison du avoir et du savoir. Nous avons. Mais malheureusement, nous ne savons pas ce que nous avons. Donc, un peuple est dit intelligent lorsqu'il a l'intelligence de ses ressources. Qu'est-ce que cela signifie, l'intelligence de ses ressources? Il a l'intelligence, premièrement, pour identifier ce qu'il a. Si vous ne savez pas ce que ce stylo entre vos mains représente, je vais vous filer. Je vais même me faire ami. Je peux même vous manipuler. Et à l'extrême, vous tuer pour avoir ces stylos. Parce que je considère que l'encre dans ces stylos n'est pas ordinaire. Et puisque vous ne connaissez pas son importance, je vous demanderai de me les prêter. Je n'aurai pas besoin de vous tuer. Je prendrai ces stylos et en place d'autres, je vous donnerai 3 autres stylos à l'encre ordinaire. Vous comprenez? Il doit avoir l'intelligence d'identifier ses ressources. Qu'est-ce que nous avons comme ressources? Deuxièmement, il doit avoir l'intelligence d'extraire ces ressources. On peut savoir que nous avons le pétrole.
Mais avons-nous cette ingéniosité, avons-nous cette compétence pour extraire le pétrole, les pétroles, extraire le coltan? Regardez, quand les Congolais vont extraire le coltan, c'est à ciel ouvert. Ils vont dans des mines, creuser à la bêche, avec tout ce que cela représente comme risque. oui. Allez, faites la ronde. Allez au Maniema pour voir comment on extrait l'or. Allez au Kivu voir comment on extrait le coltan. Ce sont des jeunes enfants qui l'extraient à la main. Mais d'autre part, vous allez voir comment les Chinois, les Canadiens font l'extraction de ces mêmes minéraux. Ils viennent avec des appareils. Ils ont la technologie. Ils ont la technologie. Ils ont la robotique. Voyez-vous? C'est-à-dire, nous savons ce que nous avons, mais nous n'avons pas le savoir d'extraire. Nous n'avons pas l'intelligence requise pour extraire cela. Avons-nous une intelligence pour extraire les gaz méthane au niveau du lac Kivu qu'on doit exploiter pour notre bénéfice, de peur que cette non-exploitation constitue une bombe à retardement pour les populations riveraines? Voyez-vous? Troisième intelligence de ce peuple, il ne doit pas seulement l'identifier, il ne doit pas seulement être capable d'extraire, mais il doit aussi être capable de les transformer. C'est une... Docteur Silas, je voulais vous prévenir que vous avez ouvert une boîte à Pandore. Je vais vous avoir sur ce plateau pendant c'est pas moi combien de mois. Parce que pour qu'on parle de ces choses, parce que les questions que j'ai ici, on ne va pas toutes les terminer. Okay. Parce que lorsque vous parlez de l'ingénieur qui doit avoir l'intelligence, et ainsi de suite, mais cette intelligence viendrait d'où? Des dieux directement? Non, on non, doit... non, 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 non. Il y a un minimum que Dieu donne à tous les habitants de la terre, à tous les peuples de la terre. Ce minimum commun, nous les avons. C'est à nous maintenant de l'exploiter en mettant en place un système éducatif qui soit en adéquation avec nos aspirations, qui soit en adéquation avec nos ambitions, qui soit en adéquation avec les enjeux socio-sécuritaires, géostratégiques, qui gravitent autour de nous en tant que nation, en tant que peuple. Mais malheureusement, notre université est en inadéquation avec notre ambition d'être une nation puissante. Est-ce qu'on a déjà réalisé? Est-ce qu'on a déjà réalisé ça? Ben, je crois déjà réalisé ça ou non? Je crois qu'on réalise ça, mais il ne faudrait pas seulement réaliser. Il faudrait agir. On ne doit pas se limiter à faire un diagnostic. Il faudrait proposer une thérapie. La moins coûteuse, mais la plus efficace. Celle qui nous fait gagner en temps. Oui. C'est comme ça que nous nous rendons compte que même notre université est en inadéquation. Seigneur. Nous sommes un pays de juristes. Et des milliers de jeunes dans les universités. Comment pouvez-vous comprendre dans un pays où tout le monde veut vous faire la guerre à cause des ressources que vous avez, mais qu'on ait plus de juristes, des économistes, des politologues? C'est pas normal. Je le suis moi-même malheureusement aussi. Nous devrions normalement être un pays d'ingénieurs. Nous devrions normalement être la faculté de l'ingénierie. Les écoles des ingénieries, on devrait en avoir beaucoup dans toutes les 26 provinces. Les écoles de haute technologie, on devrait en avoir partout. Au fait, nous habitons un pays que nous ne connaissons pas. Et nous ne devons pas continuer à nous plaindre si, parce que même bibliquement, il est dit, à celui qui n'a pas, on arrachera. Et on donnera à celui qui a. À pas avoir là, c'est quoi? C'est le savoir. À celui qui n'a pas le savoir pour fructifier les talents, on lui arrache les talents et on le donne à l'autre qui lui a développé un savoir pour développer ses talents. Voyez-vous? Donc notre système éducatif est vraiment, je le disais, en inadéquation. Il faudrait repenser notre université. Nos professeurs ont le droit de réclamer leurs droits. Voyez-vous? Leurs dû, leur salaire. Mais au-delà de tout ça, il faudrait réinventer l'université congolaise.
l'université congolaise doit être plus technologique que théorique. Que théorique. Ok. Plus technologique que théorique. Parce qu'à ce stade ici, M. Ambroise, troisième élément, je disais, le troisième aspect de cette intelligence de peuple ou intelligence des ressources, il doit être capable de les transformer. C'est une insulte au bon Dieu. Lorsque vous allez à Matadi, vous voyez la ligne de grands engins, de camions, qui emportent de grumes coupées au Bandundu, coupées à l'Équateur, qui sont venus par des baleinières ici, qui vont être acheminés à Matadi. On va les placer dans de gros bateaux pour aller en Chine. Tel que Dieu les a créés, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'il y a un peuple? Est-ce qu'il y a une intelligence? Est-ce qu'il y a une intelligence? Parce que lorsque les matières premières sortent de votre territoire en matière première, cela suppose que vous manquez la première des matières premières. Ah, justement. Qui est quoi? L'intelligence. Justement. Que les Quinois disent tibia. Ah, oui, tibia. Voilà. Ce n'est pas normal. J'ai fait dernièrement la route de Kasumbalesa. Ouf! J'ai eu des larmes, monsieur. À mon retour de Kitwe en Zambie jusqu'à Kasumbalesa, j'ai dénombré moi-même 300 tracts. Ah bon? Et je n'ai pas fini de compter parce que j'étais fatigué. Ok. Qui est entré au Congo. Quand vous arrivez à Kasumbalesa, vous comptez des camions qui sortent avec des minéraux. Le Seigneur. C'est-à-dire, l'intelligence d'un peuple réside dans sa capacité à transformer chez lui. C'est ça même la nouvelle dimension de la notion de la souveraineté nationale. On est souverain lorsqu'on transforme ce qu'on consomme. Oui. Voyez-vous? Et la Russie a réussi. Poutine a calculé son coût, on dit depuis presque 13 ans. 13 ans. Il savait qu'une fois qu'il va se lancer dans la reconquête de l'Ukraine, il sera frappé par des embargos. Par des sanctions économiques. Voilà. Il ne faudrait pas qu'il soit dépendant, en termes de consommation interne, dépendant des industries étrangères. Donc il faudrait qu'il soit autonome. Il faudrait qu'il soit autosuffisant. C'est comme ça que les nations... Une intelligence qui a travaillé pendant 13 ans avant d'agir. C'est justement ça l'intelligence stratégique. Si vous n'êtes pas capable de vous transporter dans la dimension stratégique, vous serez tout le temps en train de vous plaindre dans la dimension tactique et opérationnelle. Il y a opérationnel, il y a tactique, il y a stratégique. Les grandes nations ont toujours développé cette intelligence stratégique. Les nations moyennes sont au niveau de tactique. Et les nations les plus pauvres sont dans l'opérationnalité, dans l'immédiateté, dans les bouca, les lots, lamba, les lots. Qu'est-ce qu'on fait? On répare. Docteur Silas, vous seriez quand même, vous seriez, comment appeler ça, dans un think tank gouvernemental, en train de fournir ce genre d'intelligence. Est-ce qu'il y a des gens qui ont cette intelligence pour proposer à ceux qui décident? Il y en a, mais le problème que nous avons, est-ce qu'ils sont écoutés? Ah, est-ce qu'ils sont écoutés? Est-ce qu'ils sont écoutés? Est-ce qu'ils auront accès aux décideurs? Déjà, lorsque la plupart de nos dirigeants africains, pour se sécuriser et se protéger, se laissent entourer par les amis. Les amis. Par le plus proche. Et pourtant, dans un leadership assez fort, on devrait même être capable de puiser dans le cas de ceux qui ne parlent pas le même langage que vous. Une intelligence. Mais dont les compétences pourraient vous aider à aboutir aux ambitions que vous vous êtes assignées en tant que leader. Oui. Voyez-vous? Donc, les gens, il y en a. C'est là où je dis que nos universités ne devaient pas seulement être des fabricateurs de diplômes, mais devaient être des laboratoires. Des laboratoires, justement. Mais combien de mémoires de licence, combien de mémoires de DEA, combien de thèses de doctorat ont été élaborés par rapport à la situation de l'Est? Est-ce que notre ministère de la Défense consulte? Est-ce que notre ministère de l'Intérieur consulte? Est-ce que notre ministère des Affaires étrangères consulte les différents départements des relations internationales que nous avons dans nos différentes universités? En fait, notre problème, c'est que nous avons engagé une guerre contre le savoir. Nous nous sentons mal à l'aise
lorsque nous sommes en face d'une intelligence qui pourtant devrait nous aider en tant que décideurs. Voyez-vous, quand vous regardez la ville de Kinshasa, c'est à quoi elle ressemble. Est-ce que nos gouvernants savent qu'il existe des étudiants qui ont travaillé sur la problématique des embouteillages à Kinshasa? Vous savez, lorsque Saddam Hussein décide d'envahir le Koweït en 91, en 91, avec quand l'Amérique va réagir par l'opération Tempête du désert, ouais. Qu'est-ce que l'Amérique a fait? Dans l'université de Stanford, il y a eu 2 étudiants d'origine irakienne qui, dans leurs recherches, avaient déjà élaboré des travaux sur cela. Ok. Voyez-vous? Et la CIA était au courant. On a juste sorti ces travaux pour voir ce que ces étudiants avaient préconisé comme solution en cas d'invasion de Saddam Hussein. Et ce que cela allait engendrer comme conséquence pour le régime irakien. Donc, c'est cela même les services d'intelligence. Voyez-vous? Les services d'intelligence, ça c'est le terme approprié au lieu de parler de services de renseignement. Les services d'intelligence, c'est cela même son travail. Oui. Qu'est-ce qui a été élaboré? Parce qu'au moins l'État a la facilité d'avoir des résultats pour des recherches qu'il n'a pas sponsorisées. Combien de travaux ont été élaborés? Tous ces professeurs, ces étudiants qui ont réfléchi ici au Congo et qui ont réfléchi, qui ont proposé. J'ai personnellement un on ami les consulte pas. Qui, il y a 2 ans, a élaboré une thèse extraordinaire par rapport toujours à cette situation. Ok, de l'Est, Martin Ziakwawa. Martin Ziakwawa, je connais. Voilà. J'étais dans la salle lors de sa soutenance, brillante soutenance. Voyez-vous? Mais écoutez, quand on parle des ressources, pourquoi nous voulons nous battre seulement pour le coltan et autres? Nous ne voulons pas nous battre pour les ressources intellectuelles pondues par des dignes fils du pays qui ont aussi dans leurs travaux élaboré des stratégies. Mais le comble, c'est que la plupart de ces intelligences ne sont pas dans les partis politiques. Justement, ils ne sont pas dans les partis politiques, on ne peut pas les écouter parce que dans les partis politiques, il y a une certaine idéologie. Et en quelque sorte, vous n'êtes pas dans un parti. Vous n'êtes pas dans un parti. Mais vous êtes contre le régime. Bon, même pas seulement contre le régime, mais vous n'êtes pas consultable. Vous n'êtes pas consultable. Vous n'êtes pas accessible. Et on ne vous donne pas accès. Regardez la situation sécuritaire. Des fois, il m'arrive de faire la ronde des différentes chaînes de télévision avec ma télécommande. Même sur YouTube. Ça fait très mal. Qui débattent, ce ne sont que des politiques et des politiciens. Alors que dans tous les pays qui s'insultent, qui ne veulent pas reconnaître une prouesse juste parce qu'ils sont de l'opposition. Oui. Voyez-vous? Et ceux du pouvoir aussi qui ne veulent pas reconnaître une analyse objective juste parce qu'ils sont du pouvoir. Ils sont du pouvoir. Dans des situations pareilles, les chaînes, les médias devaient plus faire appel aux experts. Aux experts. Qu'aux politiques. Pour donner, étaler des analyses objectives. Et le régime se renforce dans les analyses objectives et non pas dans les analyses partisanes. Sinon, c'est des fantasmes. Excusez-moi, sinon c'est de la masturbation intellectuelle. On a besoin de véritables analyses. Voyez-vous, comment en finir totalement avec cette situation de l'Est? Parce que là encore, on tombe dans un piège. C'est quoi le piège? C'est le piège de la partialité du problème. C'est-à-dire, nous sommes dans un grand problème, mais nous nous sommes focalisés seulement sur un seul symptôme de ce problème. Oui. On risque de baisser la fièvre et ne pas guérir. Oui. Or, la fièvre, elle, n'est pas une maladie. Les médecins le savent bien. Oui. La fièvre n'est que les symptômes de la présence d'une infection. Oui. Voyez-vous? Si aujourd'hui nous réussissons à démanteler les M23, nous allons tous chanter. Oui. Nous allons dire merci, Dieu nous a exaucés pour ceux qui ont prié. Oui. Nous allons dire waouh, c'est extraordinaire, nous avons réussi. Oui. Mais nous aurons réussi à démanteler les M23 et non pas à mettre fin à la situation sécuritaire. Justement. Et c'est ça souvent le problème du politique congolais.
qui voient le problème toujours de manière Oui, mais partielle. justement, on a dit qu'en 2013, on avait défait le M23 en 2013, mais le revoilà. Mais justement parce que on veut réduire l'insécurité de l'Est à ce groupe de terroristes et de bandits, M23. Nous, ça fait plus de 25 ans que l'insécurité sévit dans la partie orientale de la RDC. Et lorsque cela commence, le M23 n'existait pas. Je vais même revenir un peu plus tôt ici. Vous partez de 2019 jusqu'en 2022. Aujourd'hui, nous sommes le 11, le 12. Le 12 aujourd'hui. Le 12 novembre. De 2019 à 2012 novembre, c'est l'anniversaire de ma mère. Ah, ok. Bon anniversaire à maman. Joyeux anniversaire, maman. Et jusqu'à présent, le groupe terroriste, le groupe armé, qui a fait plus de dégâts, qui a commis plus des atrocités, ce n'est pas les M23. Ok. C'est les ADF. Ah, ce sont les ADF. Voilà. Qui sont de loin plus dangereux que les M23. Parce que les M23, nous connaissons tous qui sont derrière eux. On peut dialoguer avec eux. On peut trouver le compromis avec eux. Ce qui fait qu'on peut mettre fin au M23 sans recourir aux armes. Pas les ADF. Mais les ADF, avec qui allons-nous négocier? C'est vrai qu'ils sont d'origine ougandaise. Mais le Kampala n'a pas le même contrôle sur les ADF que Kigali a sur les M23. Les ADF qui ont déjà fait allégeance à l'État islamiste, à Daesh, ce qui fait que ça devient une nébuleuse difficile à combattre, ou à dialoguer avec. Or, ce sont eux qui ont connu le plus des atrocités les 4 dernières années. Mais là encore, nous sommes dans les sensationnels. On les a oubliés pratiquement. On les a oubliés On est vers le M23. Et pourquoi ils sont restés silencieux eux aussi? Parce qu'eux, ils aiment bien faire du bruit, ils aiment la médiatisation. Ils savent que maintenant, s'ils font des coups, ça ne sera pas médiatisé parce que le M23 leur a volé la vedette. vous comprenez? Ah, ok. Ils réfléchissent comme ça un peu. C'est parce que ce sont des terroristes. Un terroriste ne pose pas des actes terroristes sans les revendiquer. Ok. Parce que pour lui, le but, c'est la terreur. Ok. Remarquez, les M23 travaillent dans la conquête du territoire. Ils veulent gagner tel. Ils travaillent. Les ADF, c'est pas comme ça. Ok. Ils tuent, ils rentrent. Ils rentrent, oui. Ils tuent, ils rentrent. Ils n'ont pas la même... Ils ont un autre modus operandi. De loin différent. Vous comprenez? Nous avons à ce stade aujourd'hui 124, selon le dernier rapport de l'ONU, 124 groupes armés qui fonctionnent, qui travaillent, qui opèrent dans la partie orientale de la République. Donc, une meilleure stratégie voudrait à la fois finir avec les M23, mais aussi ramener la paix dans la partie orientale. C'est là où je parlais d'une intelligence stratégique et non pas simplement opérationnelle ou tactique. Une intelligence qui doit aller au-delà pour ramener. Et pour cela, nous avons besoin de repenser l'armée congolaise. Vous savez, en matière d'armée, il y a, je crois même, je ne sais pas s'il y a 2 ouvrages qui ont autant élucidé. C'est le général Ilungas. Il est-il vivant, il est mort, je ne sais pas. Qui a parlé sur l'histoire des armées zaïroises. Il est parti depuis de l'époque, depuis les forces publiques de la colonisation, jusqu'au FARDC. Il trace les parcours. Il évoque les faiblesses de notre armée, les périodes qui ont amené notre armée à son apogée, à son déclin, à sa déstructuration. Quels sont les éléments qui ont fait à ce que notre armée devienne si professionnelle? Voyez-vous? Donc je vous recommande cet ouvrage, vous allez le trouver, écrit par le général Ilunga. Je ne sais pas s'il est encore vivant ou il est mort. On devrait quand même le lire, le consulter, voir ce qui repenser notre armée. C'est très important. Très, très important. Pour un pays qui a 9 régions, 9 voisins, voulais-je dire, la guerre ne doit plus être une exception. C'est la paix qui doit être l'exception. Ok. Yeah. C'est bizarre parce que je suis un religieux. Ah oui, justement, bizarre. C'est ce que je voulais dire, mais vous êtes pasteur. Je
suis pasteur. Non, mais vous êtes là, je vous ai sur ces plateaux comme consultant en leadership stratégique, hein. Aussi expert en politique internationale. Donc, ça c'est la science. C'est la science. Si nous commençons à percevoir les choses de cette manière-là, nous allons cesser de nous plaindre. Ça fait 20 ans que nous avons le contingent le plus important de l'ONU. Ça encore. Sans résultat. Donc, nous devrions... Il y a un politicien de l'opposition qui a même proposé, mais faisons la guerre aux voisins. Non, mais il faut faire la guerre aux voisins. Mais n'oubliez pas, Sun Tzu, le grand stratège chinois, qui écrit son livre L'art de la guerre. 6 siècles, 600 ans avant Jésus-Christ, dit déjà, dès l'instant où vous allez en guerre, sachez que vous avez déjà presque perdu. Ok. Yeah. Une guerre ne se gagne pas dans la guerre. Je vous ai dit tantôt, on ne protège pas l'objectif. L'objectif dans l'objectif. Il faut sortir de l'objectif. Il faut sortir de l'objectif. Il faut gagner la guerre sans la livrer. Okay. C'est ce que les voisins ont fait. Ok. C'est ce qu'ils ont fait. L'infiltration. L'infiltration, oui. Nous devons penser aujourd'hui. Quelles sont les failles, les fissures que les régimes voisins présentent, que nous pourrons exploiter dans les 7 prochaines années? Je pense qu'on donne quand même raison à l'Assemblée nationale qui refuse, qui interdit au gouvernement d'intégrer les rebelles dans notre armée, par le brassage, par le mixage. Ben écoutez, c'est ça l'idéal. Mais nous devons nous poser la question aujourd'hui, si on donne aussi le moyen militaire, financier, politique, pour que ceci ne devienne pas un boulot d'étranglement des mains. Parce que toutes les guerres se terminent toujours par les négociations. Toutes les guerres du monde se terminent par les négociations. Vous comprenez? Mais j'étais en train de dire tantôt, la guerre doit être perçue par les dirigeants, les leaderships congolais, comme étant... Si toute la guerre s'est terminée par les négociations, ça signifie ni gagnant ni perdant. Il y a toujours... Généralement, il n'y a ni gagnant ni perdant, mais il y a les dégâts. Il y a de ceux qui subissent plus de dégâts. Parce que même les gagnants aillent aussi à perdre de vies humaines. Ne vous en faites pas. La Russie peut avoir de l'avantage sur l'Ukraine. Mais il a perdu des hommes. Pas seulement qu'il a perdu des hommes. La plus grande perte que Poutine connaît, c'est avoir perdu l'héritage politique qu'il aurait dû laisser. Il n'entrerait plus dans l'histoire par la grande porte. Il a démystifié cet homme puissant. Voyez-vous? Eh bien, il a fait pour des raisons qu'il connaît, mais je ne le conseillerais pas. Parce que, qui pouvait s'imaginer que le 24 février, lorsque Poutine lançait son opération militaire, il a évoqué 3 objectifs. 3 objectifs qui s'est assigné dans cette opération militaire contre l'Ukraine. Qui pouvait s'imaginer que jusqu'à aujourd'hui, ça continuerait? Du coup, on se pose beaucoup de questions. C'est la puissance de feu, c'est la puissance de frappe de la Russie, la grande puissance militaire. Est-ce que aujourd'hui on commence à se rendre compte qu'il y a des failles? Personne ne pouvait estimer qu'un pauvre Zelensky, même si on dirait que l'Occident est derrière lui. Mais Poutine vient de fabriquer, il a fait c'est la magie poutinienne. Cette magie poutinienne consiste à faire d'un président comédien un leader international, un général. Justement. Voyez-vous, le comédien qui a été porté à la tête de l'Ukraine, Vladimir Zelensky, est devenu aujourd'hui, aux yeux de l'opinion internationale, et même russe, pour une bonne partie de l'opinion russe, un général, un héros, un homme qui se bat pour l'intégrité territoriale de son pays. Dieu seul sait la dernière fois qu'il a mis un costume. Voyez-vous? Donc ça, c'est quelque chose que Poutine pourrait gagner, en annexant la Crimée, en annexant une bonne partie des provinces russophones de l'Ukraine, mais il a perdu en crédibilité. Aujourd'hui, même la Chine se pose, la Chine qui est son partenaire traditionnel, commence à émettre des doutes. Voyez-vous? On a fini malheureusement, j'ai encore beaucoup de questions qui nécessitent encore beaucoup d'émissions sur cette question. C'est une boîte à Pandore que vous avez ouverte, Dr Silas. Comment construire la puissance pour une nation? Vous avez parlé des 3 agents, le soldat,
Vous avez parlé Les des diplomates. diplomates Et l'ingénieur. et l'ingénieur. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur Il y a l'ingénieur. encore beaucoup de choses. Encore beaucoup de choses à dire Et sur même lui. sur les diplomates. Ok. Nous devons repenser notre diplomatie. Nous devons repenser notre diplomatie. Notre faiblesse parce que nous sommes absents là où on doit être présent. Et on est souvent présent là où on doit pas être. J'espère que le président de la République nous suit, tous les membres du gouvernement suivent, le chef du gouvernement, la classe politique, l'opposition, la société civile, toute la population. Je pense que vous avez suivi cette émission qui est tellement très importante. S'il faut sauver ce pays, il faut aller dans ce sens. Merci, Dr Silas. C'est moi qui vous remercie. À moi qui ai un tout dernier mot de la fin. Le tout dernier mot de la fin, c'est de souhaiter, je ne sais même pas si elle va suivre, joyeux anniversaire à ma chère maman, Maman Rose, beaucoup d'amour, bon anniversaire. Maman Rose, Voilà. vous a donné un enfant. À un moment, je me disais qu'il faut que je vous suive ou que je vous pose des questions. Vous avez fait les deux, merci beaucoup. Merci, Dr Silas. Nous rappelons que vous êtes expert en politique internationale et consultant en leadership stratégique. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez aimé. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On vous retrouve prochainement pour d'autres numéros. Je vais le faire revenir pour qu'on creuse davantage. Au revoir.